Belfast, vendredi 10 avril 1998. D'un côté, Tony Blair, Premier ministre du Royaume-Uni. De l'autre, Bertie Ahern, chef du gouvernement irlandais. Ils se serrent la main et par ce rapprochement, ils tentent de mettre fin à un conflit dont les racines remontent presque 1000 ans en arrière. Celui qui oppose les Irlandais aux Anglais. Au XIIe siècle, la petite île à côté de la grosse, ici, ne s'appelle pas encore l'Irlande. Mais il y a déjà des gens dessus, des clans qui n'ont pas grand-chose en commun et qui se battent régulièrement pour décider de qui dirigera les autres. En 1169, pour gagner l'une des batailles, l'un de ces clans fait appel à l'Angleterre. Les Anglais acceptent de venir lui prêter main forte, mais sur leur lancée, ils en profitent pour envahir le pays. Enfin, disons plutôt qu'ils y installent leur drapeau, mais ne s'y attardent pas, car ils voient alors l'île comme une grande prairie sans intérêt, peuplée de tribus primitives. 300 ans plus tard naît le protestantisme. L'Europe se déchire. Entre d'un côté, en gros, les partisans du pape, qu'on appelle les catholiques, de l'autre, ceux qui n'aiment pas le pape, les protestants. Les Anglais, pour faire vite, deviennent protestants. Les Irlandais, eux, restent catholiques, en partie parce qu'ils ne veulent pas faire comme les Anglais. Du coup, l'Angleterre a peur que les Irlandais fassent alliance avec les grands bastions du catholicisme en Europe, l'Espagne et la France. Les armées de ces deux pays pourraient s'installer en Irlande, ce qui constituerait une grosse menace à 100 km des côtes britanniques. Alors, pour se protéger, les Anglais décident de coloniser l'Irlande pour de vrai, en confisquant des terres notamment dans le nord-est du pays. Les Irlandais catholiques, cette fois, disent non, mais ils sont écrasés. Et les Anglais leur imposent un régime très répressif. 2 siècles plus tard, l'Irlande, qui se nourrit principalement de pommes de terre, est frappée par une tragédie affreuse. Les pommes de terre tombent malades. Les plants ne donnent plus rien. Résultat, les Irlandais n'ont plus rien à manger. 1 million d'entre eux meurent de faim et un autre million quitte le pays. En tout, c'est presque un quart de la population irlandaise qui disparaît. Or, l'Angleterre, qui est alors l'une des nations les plus riches au monde, ne fait quasiment rien pour aider ce peuple qui meurt de faim. If the government provides food, we would be creating a country of dependence. Why should a man struggle to earn his living while his neighbor lives in idleness? Cela contribue à envenimer les relations. Presque 70 ans plus tard, en 1916, les Anglais sont empêtrés dans la Première Guerre mondiale. Les Irlandais décident d'en profiter en lançant ce qu'on a appelé l'insurrection de Pâques, une tentative de mettre en place une république irlandaise. Les Anglais répliquent en bombardant Dublin. 450 morts. À partir de là, les Irlandais sont plus déterminés que jamais. Et 3 ans plus tard, c'est la guerre. Les indépendantistes irlandais, moins puissants que les Anglais, mènent une stratégie de guérilla, des attaques surprises et des assassinats ciblés. L'armée britannique ne parvient pas à y mettre fin et la guerre lui coûte cher. Finalement, en 1921, des négociations ont lieu et un traité est signé qui divise l'Irlande en 2 parties. Le sud de l'île, à majorité catholique, devient l'État libre d'Irlande, tandis qu'une petite partie au nord, divisée entre catholiques et protestants, reste rattachée au Royaume-Uni. Au sud, la guerre est finie. Au nord, elle ne fait que commencer. Elle oppose les nationalistes irlandais, catholiques, qui veulent réunifier le nord et le sud de l'Irlande. Et ceux qu'on appelle les loyalistes, ils sont protestants et ils veulent que l'Irlande du Nord reste attachée au Royaume-Uni. Ce sont eux qui sont au pouvoir en Irlande du Nord. Et ils mènent la vie dure aux catholiques. Par exemple, jusqu'en 1969, il existe un système de vote plural qui permet aux plus riches de voter plusieurs fois. Or, les riches, à cette époque, sont en grande majorité protestants. Des polémiques font aussi rage autour de la question des logements sociaux. Les catholiques accusent les autorités d'en construire moins dans leur quartier que dans ceux des protestants, alors qu'ils en auraient davantage besoin. À la fin des années 60, les catholiques organisent des manifestations pacifiques pour protester contre ces inégalités. Face à eux, ils trouvent à la fois la police, mais aussi des groupes de protestants armés de pierres et de barres de fer qui les attaquent. What started as a peaceful civil rights march turned into a battlefield. Les affrontements entre les deux groupes se multiplient, des groupes paramilitaires protestants voient le jour.
En face, les catholiques s'organisent autour d'un parti politique, le Sinn Féin, une expression gaélique qui veut dire nous-mêmes, et une organisation paramilitaire qui lui est rattachée, l'IRA, l'armée républicaine d'Irlande. L'IRA intervient au départ pour défendre les quartiers catholiques contre les descentes organisées par les protestants. Mais l'ambition du Sinn Féin et de l'IRA est plus profonde. Ils veulent se débarrasser de la présence britannique en Irlande du Nord. Une branche extrême de l'IRA, qui se fait appeler l'IRA provisoire, commence alors à organiser des assassinats et des attentats à la bombe dans les quartiers protestants de Belfast. C'est une psychose que l'IRA veut imposer. L'Irlande du Nord s'enfonce dans la guerre civile. Pour tenter de rétablir l'ordre, l'Angleterre y déploie son armée et commet des exactions. Le dimanche 30 janvier 1972, par exemple, lors d'une manifestation de catholiques, des soldats britanniques tirent sur la foule. Et les hommes du 1er bataillon du régiment de parachutistes ont avancé avec des automitrailleuses pour essayer d'arrêter le plus grand nombre de manifestants possible. 14 personnes sont tuées. C'est ce que l'on a appelé le dimanche sanglant, Bloody Sunday, qui a donné la chanson de U2. Dans le même temps, des milliers d'activistes catholiques sont arrêtés et emprisonnés sans procès. À partir de la fin des années 70, des dizaines de ces prisonniers entament des mouvements de protestation. D'abord en refusant de mettre des vêtements, c'est la blanket protest, du nom des couvertures avec lesquelles ils se couvrent. Puis en refusant de se laver et en couvrant leurs cellules d'excréments, c'est la dirty protest, la révolte de la saleté. Et enfin, en faisant des grèves de la faim. Des grèves auxquelles la première ministre, Margaret Thatcher, ne cède pas. Conséquence, Bobby Sands, le leader des grévistes et 9 de ses camarades, finissent par mourir de faim. Les mères, les pères des prisonniers acceptent de plus en plus mal d'assister impuissants à l'agonie, à la mort de leurs enfants. Parallèlement, l'IRA, qui jusque-là commettait ses attentats en Irlande, commence à faire exploser des bombes sur le sol anglais, comme à Brighton en 1984, dans un attentat qui vise Margaret Thatcher. Bilan, 5 morts, mais pas la Dame de Fer qui s'en sort de justesse. D'autres attentats ont lieu à Londres, Manchester, ou en 1993 à Warrington, où 2 enfants sont tués. C'est ce que raconte la chanson des Cranberries, Zombie. Finalement, en 1997, un événement débloque la situation, l'arrivée au pouvoir de Tony Blair au Royaume-Uni. Considéré comme plus impartial que ses prédécesseurs, il fait de la résolution du conflit une priorité de son gouvernement. Des discussions ont lieu et débouchent en 1998 sur le Good Friday Agreement, l'accord du Vendredi Saint. Il prévoit la libération de prisonniers politiques et le désarmement des groupes paramilitaires. Londres accepte aussi de décentraliser une partie du pouvoir en Irlande du Nord, en renforçant les prérogatives d'une assemblée et d'un gouvernement locaux partagés entre catholiques et protestants. Les nationalistes irlandais, de leur côté, doivent renoncer à une réunification immédiate avec l'Irlande du Sud. L'accord du Vendredi Saint est accepté lors d'un référendum en Irlande du Nord par plus de 70% des votants. La guerre, qui a fait 3500 morts et 50 000 blessés, s'arrête petit à petit. Mais les tensions perdurent. Des jets de pierre et des bagarres ont encore lieu entre jeunes des 2 communautés. Résultat, aujourd'hui à Belfast, il existe toujours une centaine de murs fortifiés qui séparent les quartiers catholiques des quartiers protestants. Sur certains d'entre eux, il y a une porte ouverte pendant la journée, mais fermée chaque soir avant que la nuit tombe.